savoir si... Je vais attendre on va attendre un Je peu les lance. spectateurs. Ouais, je lance. Là. Ok, d'accord. Mira. Couple. Bonjour à tous. Je propose qu'on démarre ce webinaire organisé avec Itena et GACD en collaboration avec le docteur Marc Morello qui nous vient d'Italie et de Turin plus particulièrement. Nous avons fait appel à lui une seconde fois car Monsieur Morello a développé une technique de stratification qui est très intéressante et qui est utilisateur d'un de nos produits qu'on va voir sur ce webinaire. Monsieur Dr Morello est diplômé de l'Université de Turin, où il a fait des recherches sur plusieurs matériaux dentaires, notamment les ciments, les céramiques et les résines composites. Il est aussi co-auteur de différentes publications. Il a à son actif plus de 20 conférences. Aujourd'hui, il est parmi nous pour partager son savoir et son savoir-faire sur la stratification en animant ce webinaire qui a pour thème les 5 dimensions de la stratification, comment imiter la nature avec les résines composites. Donc, Dr Morello, je vous donne la parole. Bonjour à tous, merci Mélissa, merci d'être avec nous, parce que c'est toujours mieux de regarder un webinaire en direct plutôt que de voir un enregistrement, parce qu'on peut poser des questions, c'est ça le moment. Et c'est vraiment un webinaire pratique qu'on veut vous présenter pour réussir nos cas cliniques et surtout les cas cliniques difficiles, donc les cas esthétiques. Alors, je commence le webinaire et je remercie Mélissa. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'être humain, l'être humain a toujours eu envie d'imiter la nature, de la comprendre, de l'observer et surtout de trouver des techniques pour la représenter et l'imiter. Donc, ça fait toujours qu'avec le dessin ou la peinture, l'homme a essayé de reprendre les formes de la nature. Et donc, nous, on est à peu près dans la même situation, c'est-à-dire qu'on a affaire avec des structures naturelles qui sont très complexes. Et donc, vous voyez dans cette photo une coupe d'une dent dans une incisive centrale maxillaire. Il y a beaucoup de couches de matériaux différents, surtout des aspects de l'émail et de la dentine qui sont très compliqués, soit dans la nature, mais surtout à imiter parce qu'on ne peut pas utiliser le même matériel que la nature a pour faire les dents. Donc, on n'a pas d'émail, on n'a pas de dentine, mais on a des résines composites. Alors, pour bien utiliser les résines composites, il faut comprendre un peu l'anatomie de la dent, donc comme les couches de dentine et d'émail sont superposées à l'intérieur d'une dent naturelle. Et surtout, donc, il faut comprendre un peu les bases de la physique de la lumière. Pourquoi? Parce qu'on a affaire avec une surface qui est translucide, donc normalement, les dents ont une capacité d'absorber une partie de la lumière et de faire un effet miroir pour une autre partie de la lumière qui traverse la dent, qui ne traverse pas la dent. Donc, on n'est pas dans une situation de transparence, on n'est pas dans une situation d'opacité. Et donc, il faut savoir gérer ce passage de la lumière à l'intérieur du volume des dents naturelles, c'est-à-dire de comprendre comment ça se passe dans les dents naturelles et comment rendre cet effet avec les restaurations directes qu'on peut réaliser. Voilà aussi que la surface est très importante pour avoir un rendu naturel. C'est-à-dire que si on sur une surface d'une restauration en résine composite, on la polie d'une façon excessive ou on a une forme trop lisse, on aura un effet de miroir. Donc, la lumière va être diffusée d'une façon non naturelle. Par contre, les surfaces anatomiques sont des surfaces rugueuses avec une forme trois-dimensionnelle et ça donne un effet beaucoup plus naturel de la restauration.
l'argument donc important aussi pour nous, c'est de comprendre la couleur. Donc, vous savez que la couleur a été étudiée par beaucoup de physiciens et de chercheurs, mais je pense que l'échelle de Mansell et l'explication de Mansell de comment diffuser, de comment décrire la couleur est la classification plus importante. Donc, dans la couleur, donc on retrouve la teinte, c'est-à-dire la nuance de couleur, la valeur, donc si une teinte a une luminosité, une clarté, donc si c'est plus ou moins gris à l'intérieur de la couleur, et la chromaticité, c'est-à-dire donc la saturation, si par exemple une teinte fluo. Donc la teinte, c'est-à-dire si c'est vert, si c'est bleu, si c'est blanc, etc. La valeur, si c'est une teinte plus ou moins claire. La chromaticité, c'est combien de teintes il y a dans cette couleur, l'intensité de la teinte. Mais dans notre domaine, il n'y a pas seulement les 3 dimensions de la couleur qu'on voit, par exemple, pour une peinture, mais il y a aussi des dimensions qu'on peut définir personnalisées, qui sont, par exemple, les caractérisations, les intensives et les opalescentes. Donc, on a des effets dans le naturel qui sont plus complexes que simplement le choix de la couleur. Donc, avec cet auteur qui s'appelle Lorenzo Vanini, c'est un confrère italien, qui a beaucoup étudié l'esthétique et les restaurations directes en résine composite ou en céramique comme des facettes, nous explique qu'il faut évaluer les intensives, les opalescents et les caractérisations pour avoir un effet plus naturel et surtout réussir à imiter les dents voisines. Donc, normalement, on utilise des guides de couleur classiques, comme le guide Vita, qui est peut-être le guide plus utilisé au monde. Et on voit bien que c'est un guide qui part d'une valeur plus haute à une valeur plus basse. Et surtout que dans l'échelle A, qui est l'échelle plus utilisée dans notre métier, et aussi par les producteurs de résine composite, parce que normalement, on voyait que sur les tubes de résine composite, il y a pratiquement seulement l'échelle A, parce que c'est effectivement les effets de rouge-marron qu'on retrouve d'une façon plus pendue dans les patients. Par contre, l'échelle B a un effet plus orange-jaune qu'on peut imiter de toute façon même avec l'échelle A en faisant des petites caractérisations. Donc, dans les laboratoires, si on veut être plus sophistiqué, on peut utiliser aussi une échelle qui s'appelle 3D Master. Et c'est une échelle beaucoup plus complexe parce que ça nous donne plus de profondeur dans le choix de la couleur, donc plus de précision. Mais dans la clinique de tous les jours, au cabinet, c'est une échelle qui est peu trop compliquée pour être utilisée. C'est bien pour les prothésistes qui utilisent la céramique. La chose qui peut être plus pratique au cabinet, c'est d'utiliser donc la résine composite qu'on a au cabinet et de réaliser une espèce de teintier personnalisé. C'est-à-dire, on peut réaliser des disques de résine composite qu'on utilise et des différentes teintes. Et en les superposant, on peut comprendre quel est l'effet qu'on veut obtenir pour masquer, pour mimer les dents qu'on veut restaurer. Donc, je vous conseille cet article qui décrit bien l'intérêt de l'utilisation d'un teintier personnalisé et qui vous donne aussi, parce que le teintier Vita est réalisé sur des résines, mais ce n'est pas exactement la même résine que vous utilisez au cabinet. Donc, les résines composites pour les restaurations en direct ne sont pas exactement colorées, n'ont pas exactement la même teinte que les résines de laboratoire, par exemple. Donc, dans le choix de la couleur, effectivement, le problème, c'est qu'il faut comprendre quelle est la luminosité. Donc, la luminosité reste toujours le facteur plus important de la réussite esthétique. Et donc, notre confrère Jean-François Lasserre a bien compris que souvent, on a des problèmes dans la réussite de la choix d'une teinte, d'une couleur, parce qu'on se trompe de valeur, ou sinon on n'arrive pas à proposer, donc à constituer une structure qui a la même valeur
de la dent voisine. Donc, c'est très important pour réussir une restauration directe de faire un diagnostic, de comprendre quelles sont les dents, comment sont constituées les dents voisines et la dent aussi qu'on veut restaurer, par rapport à un choix diagnostique qui a des chartes de diagnostic et des échelles de couleur. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est d'observer les dents qu'on veut restaurer et les dents voisines avec une lumière qui soit le plus possible voisine à la chaleur du soleil. Donc, qui est mesuré en degrés Kelvin. Et normalement, c'est autour de 5000-5500 degrés Kelvin. Donc, si on a une lumière en cabinet qui est trop froide ou trop chaude, ça peut nous empêcher d'avoir un bon choix de la teinte réelle de la dent du patient. L'autre conseil que je peux donner, c'est que c'est très utile d'observer les dents en utilisant un filtre polarisant. Donc, il y a par exemple ce système dans le commerce, mais il y a d'autres systèmes utilisés aussi par les photographes qui ne sont pas adaptés, mais qui marchent très bien, parce que le filtre polarisant enlève le reflet sur la surface de la dent et nous permet de comprendre aussi mieux à l'intérieur de la dent, de comprendre comment les structures naturelles sont stratifiées, donc comment la dentine est distribuée, quels sont les effets de l'émail, etc. Donc, voilà, il y a même des systèmes qui permettent d'utiliser le portable comme un appareil de photo et donc superposer, par exemple, un filtre polarisant. Il y a encore des systèmes beaucoup plus sophistiqués, des systèmes électroniques qui nous donnent la possibilité de réaliser une charte automatique de la dent. Et donc, avec ça, vous pouvez échanger avec le laboratoire. Si vous faites des recherches, vous pouvez avoir des données beaucoup plus précises. Mais c'est quand même un instrument très coûteux qui normalement est utilisé dans les universités ou dans le centre de recherche. Donc, si on revient au cabinet, la solution plus classique que je vous conseille, c'est d'avoir une sorte de charte, de réaliser une sorte de charte de l'évaluation chromatique de la dent. Et là, vous pouvez dessiner, donc, soit en regardant la dent, soit en prenant des photos, quelles sont les distributions des masses dentines, donc quelles sont les teintes bases, et quelles sont les caractérisations à l'intérieur de la dent. Une fois qu'on fait une charte, c'est très important parce que c'est comme un diagnostic. Donc, quand on a un diagnostic qui est bien fait, c'est difficile qu'on rate la thérapie. Donc, souvent, on n'a pas un bon résultat esthétique parce qu'on n'a pas fait un bon diagnostic, soit de la forme des masses, soit de la distribution des masses, soit de la teinte, donc de la couleur de la dent. Donc, avec cette charte, qu'est-ce qu'on examine, donc on marque quelles sont les distributions des masses. On fait une évaluation de la valeur de l'émail. Ça, c'est très important parce que l'émail, effectivement, c'est la couche plus externe. Donc, c'est la couche finale qu'on donnera à notre restauration. Et c'est normal qu'on a des émails différents selon l'âge du patient. Donc, la plupart des producteurs de résine composite nous donnent plus de possibilités sur l'émail parce que l'âge du patient est très important, par exemple. Donc, l'émail d'un jeune patient est très différent par rapport à l'émail d'un patient plus âgé. Et surtout, c'est la morphologie de la surface qui peut changer dans l'âge du patient et la minéralisation de l'émail. Donc, ça, c'est des caractéristiques à évaluer au moment du diagnostic. Un autre conseil pratique que je vous donne, c'est d'utiliser cette technique qui s'appelle bottom try, c'est-à-dire de prendre un petit bout de résine composite et de la polymériser directement sur la dent, parce qu'une résine qui est polymérisée a des effets optiques différents par rapport à quand elle n'est pas polymérisée. Et donc, vous prenez donc une épaisseur qui est entre 1 mm ou 2 de matériel, et vous pouvez le placer au tiers cervical ou central de la dent pour comprendre quelle est la teinte de base, donc quelle est la teinte dentine de base de la dent. Cette technique ne convient pas pour la translucidité ou pour la saturation, parce que ça ne donne pas la transparence, mais quand même, le choix de la teinte de base est déjà le choix plus important pour réussir notre restauration.
Donc, on revient à la question du filtre polymérisant, c'est-à-dire que le filtre polarisant, vous pouvez le mettre aussi sur votre téléphone portable. Vous retrouvez sur Internet des accessoires pour les portables. C'est très efficace parce qu'en enlevant le reflet de la dent naturelle, ça vous donne effectivement la distribution de la dentine et de l'émail à l'intérieur de la dent. Donc, vous voyez l'effet d'une photo sans filtre polarisant. Donc, la dent paraît plus vive, donc il y a un reflet de la lumière qui nous cache un peu quels sont les aspects intérieurs de la dent. Si je prends la même photo avec un filtre polarisant, vous voyez que le reflet n'existe plus et je comprends très bien quelle est la diffusion des masses dentines et des masses d'émail. Vous voyez, dans le cas d'une dent un peu plus âgée, c'est encore plus significatif parce qu'on voit très bien quelles sont les épaisseurs de l'émail et quelle est la zone plus dense de la dentine. Donc, en revenant aux 5 dimensions de la stratification, on a dit donc les 3 dimensions. Les premières 3 dimensions, c'est la dimension de la couleur. Mais en plus, donc, il y a l'intensive et l'opalescence. Là aussi, et les caractérisations. Donc, c'est important de comprendre et de faire un diagnostic de quelles sont les opalescences, les intensives et les caractérisations qu'on peut trouver dans les dents naturelles. Et donc, dans notre charte de diagnostic esthétique, donc, et des distributions des masses de dents naturelles, on peut bien évaluer la position et la quantité de caractérisation et les effets dont on aura besoin, et en composant tout ça, donc des masses de dentine et d'émail correctes, des caractérisations pour imiter les dents voisines ou la dent qu'on est en train de restaurer, ça nous donnera un bon résultat esthétique. Donc, par exemple, dans l'incisive centrale maxillaire, on retrouve souvent des taches, et là, c'est des opalescents, donc c'est des blancs froids ou des blancs chauds, qui sont distribués d'une façon différente par rapport aux zones d'émail. Vous voyez, par exemple, dans ce cas-là, c'est des taches qui sont sur le côté, mais on a aussi des effets nuages, donc des taches qui sont plus distribuées à l'intérieur de l'émail. Là aussi, c'est des effets de blanc froid ou de blanc chaud, donc c'est des opalescents. Vous voyez encore des effets qu'on appelle flocons de neige, donc ils sont encore plus distribués à l'intérieur de l'émail. Ça fait aussi des rayures. Souvent des bandes horizontales qui sont encore plus évidentes. Et dans la photo avec le filtre polarisant, vous voyez comme c'est très, très clair, très évident. Par contre, avec une photo sans filtre, ces effets-là, souvent, on ne les voit pas. Donc, dans les dents des personnes, des jeunes patients, on voit souvent des épaisseurs d'émail plus importantes qui donnent un effet de mamellon qu'on peut imiter avec des super couleurs bleu, gris ou ocre. Par contre, dans les dents qui sont un peu plus usées, on peut retrouver une surface plus lisse, surface incisale plus lisse, et donc on trouvera cet effet de double mamellon, ou sinon des effets de halo. Et encore sur une dent qui est beaucoup plus usée, donc il y a une usure incisale palatale, vous voyez donc on peut retrouver cet effet de fenêtre qu'on peut très bien imiter avec une teinte gris ou ocre. Dans les dents plus âgées, où l'épaisseur de l'émail est vraiment au minimum, on retrouve par contre des taches plus ocre qui reviennent sur la surface de l'émail, donc l'épaisseur de l'émail est pratiquement inexistante. Et encore, vous avez l'effet de mamellon plus accentué avec des taches plus ocre et marron, ou sinon des effets de bande qui se trouvent souvent dans la surface proximale de la dent. Sinon encore des effets de bord, on peut utiliser un mix de blanc, de jaune, de marron. Ou par exemple, dans les zones où l'émail a des distributions irrégulières, on peut retrouver des petites taches qui sont blancs ou marrons. Ou sinon des effets de crack, il y a ces petites rayures où il y a des petites fissurations de l'émail. Et donc, avec toute cette caractérisation, une fois qu'on a compris, on les a observés, on a fait un diagnostic,
on peut imiter la dent naturelle. Donc, on revient à la stratification naturelle de la dent. C'est évident qu'on n'a pas le même matériel, on a dit avant, et avec les résines composites, on a besoin d'utiliser une stratégie de stratification qui nous permette soit de standardiser, d'avoir un protocole qu'on peut utiliser tous les jours, soit d'imiter le plus possible la façon où la lumière pénètre la dent et traverse la dent. Donc, on utilise un schéma proposé par exemple par le docteur Vanini, qui est représenté dans une stratification soi-disant anatomique, qui est faite par des couches de dentine plus foncées dans la partie plus cervicale et plus palatale de la dent. Et en descendant vers le côté incisal, on commence à changer la teinte. Donc, on revient sur une teinte plus claire et on utilise des couches d'émail pour diffuser la lumière à l'intérieur de la dent, soit sur le côté vestibulaire, soit sur le côté palatal. Donc, si on voit un schéma de cette stratification, on voit bien que sur la partie palatale, on a une couche d'émail. Après, on utilise une petite couche de fluor qui sert pour distribuer, diffuser la lumière, comme si c'était un abat-jour. Et par contre, sur le côté donc, plus cervical de la dent, on commence à mettre des couches de dentine un peu plus foncées. Là, c'est un schéma de base, mais ça dépend aussi de l'âge du patient. Donc, on pourra partir à 4 sur un patient adulte ou un peu plus âgé. Sûrement, dans une dent d'un patient jeune, on partira avec un A3 ou un A2. Donc, ça dépend un peu de la teinte de base. Donc, vous voyez que la première couche donc, est une couche avec plus de chromaticité. On met une couche de bonding qui sert pour soit coller la restauration, mais aussi pour diffuser la lumière. Et sur le côté palatal, donc c'est le côté qui va absorber plus de lumière, on utilisera un émail ou un fluor. Là aussi, le fluor, ça va être une teinte A2, A3, donc une teinte pas trop foncée parce qu'on doit avoir un passage de lumière. Par contre, la chose qui est importante, que je vous souligne, c'est de bien comprendre comment réaliser la zone de passage plus esthétique, c'est-à-dire la zone de passage entre la résine composite et l'émail de la dent naturelle. Donc, dans cette zone-là, il faut faire un effet, une préparation comme un chanfrein avec des fraises diamantées à graines fines, donc graines rouges. Et cette zone doit être bien polie pour éviter toute irrégularité. Donc, si on a une zone de passage avec cette forme-là, donc une forme de chanfrein, et qui est bien polie, ce sera plus facile d'imiter, de cacher la zone de passage entre la résine composite et l'émail. C'est toujours la zone plus difficile à cacher. Une fois donc on continue la stratification, on revient donc sur le côté vestibulaire avec une teinte de base plus claire. Donc, vous voyez, du A4, on passe au A2. Et donc, sur la dernière couche de dentine, on finira avec les caractérisations. Donc, c'est la zone des caractérisations, c'est entre la dernière couche de la dentine et la zone d'émail. Donc, cette type de caractérisation et de stratification dépend aussi beaucoup du type de résine composite que vous utilisez au cabinet. Donc, vous savez qu'il y a des teintes et des résines qui sont à plus basse diffusion de lumière. Donc, comme par exemple les résines de Quarry ou de Majesty, de Clearfield. Dans ces cas-là, on aura besoin d'avoir plus de couches d'émail sur la surface vestibulaire pour avoir plus de passage de lumière. Donc, c'est normal que quand vous réalisez votre dentier personnalisé, vous pouvez rendre compte tout de suite si vous avez une résine qui a basse diffusion ou une résine qui a haute diffusion de lumière, parce que le passage de la lumière, par exemple sur une feuille de papier blanc, ça vous donnera l'idée de la quantité de lumière qui passe. Alors, dans ce cas-là, il faut augmenter un peu plus l'épaisseur de la couche de l'émail. Si, par exemple, vous avez affaire avec des résines composites à plus haute diffusion de lumière, dans ces cas-là, vous aurez besoin d'une couche d'émail beaucoup plus fine
qui sert pour donner le dernier effet trois-dimensionnel de la surface et pour cacher un peu les caractérisations qu'on fera dans l'épaisseur de la dentine. Donc, je vous propose cette vidéo où on a pris un modèle à résine pour simuler donc, une situation classique où il y a un traumatisme d'une saisie centrale maxillaire. Là, on fait un peu au contraire de ce qui se passe normalement, c'est-à-dire on a réalisé une clé en silicone de laboratoire sur une dent qui est encore probablement entière, mais normalement, on retrouve déjà des dents qui sont coupées ou cassées. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend une empreinte au laboratoire, on reconstruit, on fait une restauration en cire, donc un cirage de la dent, et donc on peut faire un index en silicone sur la dent qui est cirée. À ce moment-là, on revient en bouche. On a donc préparé un peu la clé en silicone pour enlever l'excès de matériel. On la pose voilà, sur les dents du patient. Avec on fait un petit trait pour voir quelle est la limite de la clé par rapport à la zone qu'il faut restaurer. On commence à étaler la première couche de résine composite, qui peut être une couche d'émail ou de dentine très claire et très transparente. Donc, on veut une surface palatale la plus transparente possible. Donc, on étale bien la résine composite, on commence à polymériser cette première couche. Une fois qu'on a constitué, donc restauré la partie palatale, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a un appui. Et voilà qu'on met une petite couche de résine flow et on l'étale, parce que là, cette zone-là sera la zone qui nous donnera le passage entre la résine composite et la dent naturelle. Donc, c'est très important d'avoir cet effet de translucidité. Donc, à ce moment-là, on peut utiliser des matrices soit en plastique, soit en métal. Maintenant, on a sous le commerce beaucoup de sortes de matrices, même en métal, qui sont préformées, plus anatomiques. Je vous conseille. Elles sont déjà un peu bombées et ça donne la possibilité de bien imiter la forme des murs proximaux des incisives. Ils ne sont jamais complètement plates. Donc, là, dans ce cas-là, on a mis le doigt pour donner une forme un peu bombée. Et sinon, avec les matrices qui sont déjà préformées, ça donne un résultat. Ouais, une fois qu'on a fait les murs, vous voyez, on a bien encadré notre restauration. Ce sera maintenant le moment d'utiliser les résines, donc les masses dentines le plus foncées. Donc, par exemple, à 3,5 ou à 4, selon le schéma donc, de stratification qu'on a choisi. Donc, vous voyez, le 3,5, on va partir avec le 4, une petite couche de A4, et puis on a 3,5. On revient sur le côté vestibulaire et sur le côté incisal, comme si c'était un peu un triangle. Et à ce moment-là, on peut utiliser encore une couche de A3. On l'étale avec une spatule ou un micro-brush. Et sur la dernière couche de dentine, il faut essayer déjà de créer une surface trois-dimensionnelle, donc reconstituer des sillons, donner une anatomie de la dent, parce qu'après, ça va être la couche d'émail qui va s'adapter à cette modélisation, à cette forme, et qui va donner l'effet naturel, une surface qui n'est pas complètement lisse, mais on a vu avant, donc il y a des irrégularités, des sillons, et ça va donner un reflet de la lumière plus naturel par rapport à une surface complètement lisse. Voilà. On étale bien les couches d'émail. Les caractérisations, on les fera donc, entre l'épaisseur de la dentine et l'épaisseur de l'émail, donc entre la couche de l'émail et la couche de la dentine. Donc, une première partie de l'anatomie
de la surface, on la donnera avec des masses de dentine, une partie avec les masses d'émail. Et au final, ce sera la fraise, donc on va polir, finir la dent. On va donner le dernier effet de surface. Donc avec la spatule, on étale bien la résine composite, on essaie de donner la même épaisseur de la dent naturelle. Donc en regardant un peu les dents, plusieurs points de vue, on regarde donc la partie vestibulaire, la partie incisale, et en étalant la résine, on arrive à avoir à peu près la même dimension que la dent à côté. Là, dans ce cas-là, on utilisait beaucoup le micro-brush, mais sinon il y a des spatules aussi très flexibles. On verra après quels sont les outils que vous utilisez pour ces passages. Donc là, c'est la théorie, on a fait ça sur un modèle à résine. Maintenant, on verra le même passage euh, sur un cas clinique. Là, c'est un jeune patient qui a un traumatisme, donc une fracture de couche de l'émail, une partie aussi de dentine. On prend un modèle donc, au laboratoire, on réalise une clé en silicone qui nous servira soit d'appui, soit pour avoir l'indication de la forme de la longueur de l'anesthésie. On polie simplement la surface de l'émail parce qu'il y a une exposition minimale de la dentine, seulement sur le côté palatal. Donc, on fait un petit trait pour marquer la limite de la restauration. On passe à relancer avec un gel et on obtient donc une surface de l'émail qui est relancer, l'adhésif. Voilà qu'avec la clé en silicone, on a tout de suite la dimension de la surface palatale qu'on réalise avec une couche d'émail. Pour ce moment-là, on continue avec une petite couche de dentine. Hein. Bon, pas beaucoup de dentine à imiter, mais il y a quand même beaucoup plus de dentine dans une dent restaurée, donc avec des résines composites, par exemple, par rapport à une dent naturelle. L'effet émail, c'est vraiment minimal. Il faut mettre des petites couches d'émail pour éviter d'avoir un effet de transparence excessive. Voilà donc le résultat final. On fait une dernière polymérisation avec un gel de glycérine qui empêche donc le passage d'oxygène et ça donne la possibilité de polymériser complètement la surface de la résine composite. Donc, on a parlé avant des caractérisations, des personnalisations, donc un peu des maquillages des restaurations directes. Et le commerce nous donne beaucoup de produits pour ça. Même c'est tellement compliqué que des fois, on n'utilise pas parce qu'il y a trop de produits. Mais je vous conseille de choisir juste, comme on a vu avant, 3 ou 4 teintes, donc 2 opacifiants et 3 couleurs, donc c'est-à-dire l'or, le bleu et le marron. Et avec ça, vous pouvez faire à peu près toutes les caractérisations qu'on a vues décrites par le docteur Vanille. Je vous conseille de lire cet article qui est très bien fait, qui nous donne une idée des possibilités posées sur le marché, soit des producteurs, soit des choix de résine de maquillage. Donc, dans tous ces produits, on a 2 grandes gammes, c'est-à-dire les opacifiants, qu'on a vu avant, donc le blanc opaque et le jaune opaque sont les plus utilisés, qui donnent les effets de nuages ou de taches. Et les produits de maquillage intensif, donc le blanc, le bleu, le rouge, le marron, etc. Et comme je vous disais avant, une fois que vous avez un blanc, un bleu et un marron orange, vous avez à peu près toutes les possibilités et toutes les gammes de solutions pour les caractérisations. On a parlé aussi des instruments. Il faut avoir quand même toute une sorte de spatule de pointe, plus possible flexible,
Et on a aujourd'hui sur le marché des matériaux qui sont très adaptés, donc ils ne sont pas adhésifs aux résines composites, donc on peut les utiliser très facilement parce que la résine n'adhère pas à la spatule. Et par contre, sinon, on a aussi des pinceaux en silicone qui font à peu près le même effet du microbrush qu'on a vu dans la vidéo et qui sont très utiles pour diffuser, pour étaler les masses de résine sur la surface de la dent. Vous avez aussi des petites vous voyez, donc le pinceau et les spatules peuvent très bien, s'ils sont flexibles, peuvent suivre la surface de la dent et donc vous pouvez bien étaler la résine sur les formes que vous voulez donner aux surfaces de dents. Et pour les caractérisations, je vous conseille d'utiliser des limes d'endodontie parce que c'est l'instrument plus fin qu'on peut avoir en cabinet. Et ça nous permet de distribuer une toute petite dose parce que les couleurs de maquillage doivent être utilisées en quantité minimale. Donc, il faut vraiment un instrument le plus petit possible. Donc, on a parlé aussi de portables qu'on a toujours avec nous, qu'on a au cabinet. Et, à part les filtres polarisants qu'on peut donc, adapter à notre portable, on peut prendre des photos. Et donc, il y a des applications qui sont spécifiques et qui nous permettent de prendre des photos de nos patients d'une façon avec un protocole bien précis et qui va être très utile soit pour l'esthétique, soit pour la restauration directe, mais aussi pour la prothèse, etc. Donc, c'est quand même des applications qui peuvent être utiles au cabinet et utilisées tous les jours parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir un portable dans la poche que de sortir un appareil de photo professionnel qui est toujours très important à voir si on veut faire des conférences, si on veut présenter des cas cliniques. Mais pour la réussite de nos cas cliniques et faire un diagnostic, prendre une photo très simple comme celle avec un portable, c'est aussi une possibilité. On a des apps aussi dédiées à la prothèse dentaire. Par exemple, cette app d'un confrère italien qui est très bien faite pour la prothèse. Sinon, on a des applications pour le choix et le diagnostic et l'amélioration du sourire du patient qui sont très indiquées pour ceux qui vont réaliser des facettes, qui vont beaucoup de restauration esthétique. Cette application nous permet d'évaluer le visage et le sourire du patient et donc de faire des simulations de comment on peut changer le profil des dents et la forme des dents. Il y a encore des applications qui peuvent transformer votre portable en un instrument beaucoup plus sophistiqué, donc une caméra qui n'est pas sûrement comme un réflexe, mais qui peut avoir beaucoup plus de régulation et d'options, et qui est pas mal parce que nous permet aussi de régler l'intensité de la température, donc d'avoir des photos plus claires ou avec une lumière plus naturelle. Et ça, c'est des applications qui sont des fois gratuites ou sont pas chères du tout, mais elles nous permettent aussi de transformer un peu les capacités et les possibilités de notre portable. Et avec ça, je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur la chat. Merci. Merci beaucoup, docteur Morello, pour cette présentation qui était très intéressante et qui était détaillée et qui permet d'avoir une vue précise de ce qu'est la stratification. Donc, comme vous l'avez dit, je vous propose de passer maintenant à une session de questions-réponses de 5 à 10 minutes avec nos participants pour voir s'il y a éventuellement des précisions qu'ils souhaiteraient avoir. Je peux voir les questions sur la chat. Oui, dans l'onglet discussion. Et pour le moment, il n'y a pas eu de questions. Peut-être que la présentation était tellement bien faite que nos participants n'avaient pas de questions.
Et là, ils vous écrivent ou c'est quelque chose ils peuvent parler sur le… Non, non, ça va être affiché dans l'onglet discussion. Alors, on peut aussi ouvrir les micros. Ah bah tiens, le chat est désactivé, on nous dit. Alors, normalement, le chat n'est pas désactivé. Si vous allez dans questions-réponses, ben là, on voit vos questions. Vous pouvez poser vos questions sur questions-réponses, justement. Mais je vais ouvrir vos micros aussi, comme ça, si vous préférez. Oui, on va simplement… le chat est désactivé, oui. On est resté dans les temps établis, donc 40 de minutes, oui. Alors, si vous voulez, là, vous pouvez ouvrir vos micros. Hein. Les participants peuvent ouvrir leur micro. Ils en ont la possibilité. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Ben, on n'a pas de… J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Ah, si, vous avez une question. Utilisé pour… Oui. Alors, je réponds au docteur Ferrigno. Vous m'entendez là, hein? Oui. Normalement, j'utilise un passage de fraise diamantée d'une façon très légère et sans eau, donc sec, avec des fraises de graines fines, donc rouge ou jaune, comme premier passage pour donner aussi un peu la texture de la couche d'émail. Et après ça, donc, je fais un passage euh, de pointes en silicone qui sont par exemple chez Itena et un matériel qui est très bon, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais avec donc au début on plus de pression pour enlever certaines zones qu'on veut caractériser et après il faut y aller très souple, donc pas beaucoup de pression et avec en mettant de l'eau sur la pièce. Et après, je passe un dernier passage avec une coupule, avec simplement de la glycérine ou de la vaseline. Je sais pas si vous avez d'autres questions, donc n'hésitez pas à les poser directement dans la partie questions-réponses de Zoom. Ou sinon, poser votre question en direct en activant votre micro. Il n'y a que le docteur Ferrigno qui a eu le courage de poser des questions. Là. S'il n'y a pas de questions supplémentaires, donc, je propose qu'on clôture ce webinaire. Oui, d'accord. D'accord. On va échanger quand vous voulez, si vous voulez faire des commentaires après, on peut se retrouver sur notre chat. Si vous avez des questions supplémentaires, ou n'hésitez pas à nous écrire sur nos réseaux sociaux Itena Clinical. On pourra poser directement la question à Dr Morello et revenir vers vous. D'accord, je vous remercie. Je remercie Itena et GACD et c'est pour la prochaine fois. Au revoir.
Merci tout le monde. Au revoir. Bonne journée à vous.